Buenos Aires, mai 1989. L'automne austral s'installe doucement sur la capitale argentine, apportant avec lui une humidité lourde qui colle à la peau et aux façades haussmanniennes du quartier chic de Recolta. Au deuxième étage d'un immeuble discret, le temps s'est arrêté. Il n'y a pas de musique dramatique, pas de chevauchée fantastique, pas de coups de tonnerre. Il n'y a que le silence. Un silence épais, presque solide, qui règne depuis plusieurs jours. C'est une odeur douceâtre, insidieuse, qui finit par alerter les voisins, bien loin du parfum des orangers de la Californie ou de la poudre à canon des canons espagnols. Lorsque la police enfonce la porte, elle ne trouve pas une légende. Elle ne trouve pas le défenseur des opprimés, ni l'aristocrate bravache qui défiait la mort d'un sourire éclatant. Elle découvre le corps d'un homme de 65 ans, gisant seul, sans témoin, sans public, foudroyé par une rupture d'anévrisme que personne n'a vu venir. Il est mort comme tant d'autres meurent, dans l'anonymat brutal de la biologie. Pourtant, cet homme n'était pas n'importe qui. Pour une génération entière, pour des millions d'enfants devenus adultes, ce visage figé par la mort était celui de l'immortalité même. C'était le visage de Don Diego de la Vega. C'était le visage de Zorro. Cette image finale, celle d'un corps solitaire se décomposant dans un appartement de Buenos Aires, est d'une violence inouïe lorsqu'on la superpose à celle, solaire et invulnérable, que l'acteur a laissée dans l'inconscient collectif. Comment en est-on arrivé là? Comment l'homme qui incarnait la justice absolue, l'élégance suprême et la camaraderie joyeuse a-t-il pu finir ses jours dans un exil volontaire, oublié de l'industrie qu'il avait couronnée, loin de sa famille, loin de sa gloire? Pour comprendre cette tragédie, il ne suffit pas de retracer une carrière. Il faut plonger dans les entrailles d'une machine à rêve impitoyable, comprendre comment Hollywood fabrique des mythes en dévorant les hommes, et comment le masque, censé protéger l'identité du héros, finit parfois par effacer l'homme qui le porte. Il faut remonter le temps, traverser les décennies et les continents pour revenir en 1957. Le monde est en pleine mutation. La télévision, ce nouvel âtre électronique qui a remplacé la cheminée dans les foyers américains, est affamée. Elle dévore du contenu à une vitesse vertigineuse. Le genre roi, c'est le western. Mais attention, pas n'importe lequel, le western poussiéreux, violent, souvent moralisateur. Les écrans sont saturés de cow-boys crasseux, de duels au revolver et de déserts arides. Walt Disney, ce visionnaire qui ne fait jamais rien comme les autres, observe ce paysage audiovisuel avec un mélange de dédain et d'opportunisme. Il a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Son parc d'attractions, Disneyland, est un gouffre financier qui demande à être nourri en permanence. Il lui faut un succès télévisuel massif, immédiat, un programme qui captivera non seulement les enfants, mais toute la famille, pour vendre des publicités, et in fine, des billets d'entrée pour son parc. C'est là que son génie marketing rencontre l'histoire littéraire. Il se souvient d'un personnage créé en 1919 par Johnston McCulley, un héros de Pulp Fiction qui avait déjà connu la gloire au cinéma muet avec Douglas Fairbanks. Zorro. Le renard. Ce n'est pas un cow-boy. Il ne tire pas. Il danse. Il manie l'épée avec la grâce d'un ballet russe et la précision d'un chirurgien. Il est l'antithèse du cow-boy américain, il est aristocrate, il est cultivé, il est hispanique. Disney voit là une opportunité unique de se démarquer, de proposer une contre-programmation élégante au milieu de la brutalité ambiante. Mais un projet d'une telle envergure repose entièrement sur une seule pierre angulaire, l'acteur principal. Sans un Zorro crédible, tout s'effondre. Le budget est pharaonique pour l'époque, près de 80 000 $ par épisode, soit 5 à 6 fois le coût d'une série standard. Disney fait construire un Los Angeles espagnol complet sur les terrains de Burbank. Tout est prêt, sauf l'homme. Le processus de casting qui s'engage alors est l'un des plus fascinants et des plus cruels de l'histoire de la télévision. Hollywood regorge de beaux gosses. Des mâchoires carrées, des regards ténébreux, des physiques d'athlètes, les studios en produisent à la chaîne. On auditionne des dizaines d'acteurs. Parmi eux, un certain Britt Lomond, un homme au charisme indéniable, fait rare, un escrimeur accompli. Il passe les essais. Il est bon. Techniquement, il est parfait. Sur le papier, il est Zorro. Mais quelque chose cloche. Norman Foster, le réalisateur à qui Disney a confié les rênes artistiques de la série, est hanté par un doute. Il regarde les essais de Lomond et il ne voit pas la chaleur. Il voit la compétence, la force, mais il ne voit pas cette étincelle d'humanité, cette malice bienveillante nécessaire pour incarner l'alter ego du héros, Don Diego. Puis arrive un homme de 33 ans, un grand échalas d'1,90 m, aux origines siciliennes, qui tente de percer sous le nom de scène de Guy Williams. Son vrai nom, Armando Catalano, raconte une autre histoire, celle de l'immigration, celle du père maître d'armes qui lui a mis un fleuret dans la main dès l'enfance, celle d'une noblesse européenne transposée dans le Bronx. Guy Williams est à un carrefour de sa vie. Sa carrière patine. Il a fait du mannequinat, quelques petits rôles oubliables,
mais il sent que le temps lui échappe. Il a cette désinvolture de ceux qui n'ont plus rien à perdre, une forme d'élégance fatiguée qui va, paradoxalement, captiver Foster. Lorsque Disney voit les essais de Williams, il hésite. L'acteur est-il trop grand? Trop beau? Mais Foster insiste sur un détail qui change tout, le sourire. Guy Williams ne joue pas le héros, il possède cette dualité naturelle. Il peut être arrogant et redoutable avec le masque, et devenir instantanément doux, presque effacé, lorsqu'il redevient Diego. C'est cette capacité à s'effacer, à jouer la fausse médiocrité, qui emporte la décision. Guy Williams sera Zorro. Mais que fait-on de Britt Lomond, le candidat malheureux? C'est ici que se joue un drame psychologique qui va nourrir toute la série. Au lieu de le renvoyer chez lui, Disney lui offre le rôle de l'antagoniste, le capitaine Monastario. Ce choix de casting est un coup de maître involontaire. Pensez à la frustration de Lomond. Il voulait être le héros, il avait les compétences pour l'être, et il se retrouve à devoir pourchasser celui qui lui a volé le rôle. Cette tension réelle, cette rivalité professionnelle souterraine, transpire à l'écran. Les duels entre Zorro et Monastario ne sont pas de simples chorégraphies, ce sont des conversations violentes entre deux hommes qui se disputent la lumière. Lomond pousse Williams dans ses retranchements, et Williams, obligé de défendre sa couronne à chaque prise, se surpasse. Il faut s'arrêter un instant sur la réalité physique de ce tournage, car elle est bien loin de la sécurité aseptisée des plateaux modernes. En 1957, les normes de sécurité sont, pour le dire poliment, des suggestions. Le maître d'armes, Fred Cavan, est une légende vivante qui a entraîné les plus grands, de Douglas Fairbanks à Errol Flynn. Sa philosophie est simple et terrifiante. Pour que le public croie au danger, le danger doit être réel. Il refuse les épées en caoutchouc ou les trucages de caméra. Les lames utilisées sur le plateau sont en acier. Certes, les pointes sont mouchetées et les tranchants émoussés, mais ce sont des barres de métal de plusieurs centaines de grammes, maniées à toute vitesse par des hommes épuisés par la chaleur et les cadences infernales. Guy Williams ne fait pas semblant. Il ne peut pas. Il tourne parfois jusqu'à 12 heures par jour, enchaînant les scènes de dialogue et les combats. Le vendredi est souvent consacré au duel, une journée entière à croiser le fer sous les projecteurs brûlants. Les accidents sont inévitables. Un jour, une parade manque. La lame de Lomond glisse. Elle atteint Williams. Le sang coule. Pas de coupure de presse, pas d'arrêt de production prolongé. On recoud, on maquille, on remet le masque. Guy Williams porte sur son corps les stigmates de sa gloire. Cette cicatrice que l'on devine parfois sur son front n'est pas du maquillage, c'est le prix payé pour entrer dans la légende. Mais une série, aussi héroïque soit-elle, ne repose pas que sur son protagoniste. Ce qui va transformer Astérisque Zorro Astérisque en phénomène culturel, c'est l'alchimie miraculeuse de son trio principal. Zorro est le père, la figure d'autorité et de justice. Mais il a besoin d'une famille. Cette famille, il la trouve en Bernardo, plus surprenant, en le sergent Garcia. L'analyse du personnage de Garcia est cruciale pour comprendre l'âme de la série. Sur le papier, le sergent Garcia est un archétype fonctionnel, l'obstacle comique, le représentant bête et incompétent de l'autorité. Un simple faire-valoir destiné à valoriser l'intelligence du héros. Mais Henri Calvin, l'acteur choisi pour le rôle, est bien plus qu'un physique imposant. C'est un baryton formé à l'opéra, un homme d'une grande sensibilité artistique. Il comprend intuitivement que s'il joue Garcia uniquement comme un antagoniste ou un imbécile, le public finira par le mépriser. Il choisit une autre voie, celle de l'humanité. Garcia devient un grand enfant. Il est gourmand, il est paresseux, certes, mais il n'est pas fondamentalement mauvais. Il obéit aux ordres parce qu'il le faut, mais son cœur n'y est pas. Regardez attentivement ses interactions avec Zorro. Il y a une forme d'admiration secrète. Garcia, au fond, le plus grand fan du hors-la-loi qu'il est censé arrêter. Et Zorro le sait. Don Diego le sait. Il y a une tendresse infinie dans la manière dont le héros humilie le sergent, il ne le blesse jamais, il ne le tue jamais. Il le tourne en ridicule, mais c'est un ridicule affectueux, presque pédagogique. Cette dynamique crée un cocon de sécurité pour le spectateur. On sait que dans cet univers, même les ennemis peuvent boire un verre ensemble à la taverne. C'est une vision utopique du conflit, où l'humanité prévaut sur l'idéologie. Et puis il y a Bernardo. Gene Sheldon, génie oublié du musical et de la pantomime, apporte une dimension supplémentaire. Dans le roman original, Bernardo est sourd et muet. C'est une victime, un serviteur diminué. Sheldon propose une modification géniale, Bernardo n'est pas sourd. Il fait semblant. Ce simple changement transforme le handicap en super-pouvoir. Bernardo n'est plus un fardeau, il est l'espion ultime, l'oreille de Zorro dans les murs de l'ennemi. Mais au-delà de la ruse, c'est la complicité silencieuse entre Diego et Bernardo qui touche le cœur. Ils partagent un secret qui pourrait les tuer. Ils sont seuls contre le monde.
Cette solitude partagée crée un lien indissoluble, bien plus fort que n'importe quelle romance. Ce qui est bouleversant, c'est que cette alchimie de fiction déborde sur la réalité. Ces hommes, qui jouent une famille dysfonctionnelle à l'écran, deviennent une véritable famille hors caméra. Guy Williams, Henry Calvin et Jane Sheldon passent leur vie ensemble. Ils mangent ensemble, rient ensemble, partagent les angoisses d'un métier précaire. Pour Guy Williams, dont la vie personnelle commence à se fissurer, ce plateau de tournage devient son véritable foyer. C'est là qu'il est roi, c'est là qu'il est aimé, c'est là qu'il contrôle son destin. Car dehors, le monde devient fou. La zoromania qui s'empare de l'Amérique et bientôt du monde est un phénomène sociologique fascinant. Il faut imaginer des millions d'enfants, du jour au lendemain, s'armant de craie, de couteaux de cuisine ou de bouts de bois pour graver la lettre fatidique partout. Sur les pupitres d'école, sur les voitures des voisins, sur les murs des églises. Le Z devient un virus. C'est un acte de vandalisme, oui, mais c'est surtout un acte d'appropriation. En signant d'un Z, l'enfant ne dit pas j'aime Zorro, il dit je suis Zorro. Il revendique le pouvoir de faire justice lui-même. Les écoles paniquent. Des districts entiers interdisent les accessoires de Zorro. Disney est obligé d'intervenir, de briser le quatrième mur. Guy Williams doit tourner des spots publicitaires, regardant la caméra droit dans les yeux, pour expliquer aux enfants que Zorro ne vandalise pas les biens publics. C'est une ironie mordante. Le héros qui combat la tyrannie de l'État se retrouve obligé de faire la police pour protéger la propriété privée. Cela montre à quel point la fiction a percuté le réel avec violence. Mais si le succès est total, les fondations sont fragiles. Et c'est là que le destin de Guy Williams bascule, non pas à cause d'un échec, mais à cause d'une réussite trop convoitée. Nous sommes en 1959. La série est au sommet. Les audiences sont stratosphériques. Et pourtant, la foudre tombe. Walt Disney entre en guerre ouverte avec la chaîne de diffusion ABC. Ce n'est pas une dispute artistique, c'est une guerre de propriété intellectuelle. Disney veut récupérer ses droits, ABC refuse de lâcher sa poule aux œufs d'or. Dans ce combat de titans corporatistes, les acteurs ne sont que des pions. Walt Disney, dans un geste de défi ultime, retire Zorro de l'antenne. Il préfère tuer son émission plutôt que de la laisser aux mains d'ABC. Pour le public, c'est l'incompréhension. Pour Guy Williams, c'est une catastrophe nucléaire. Mais le pire est à venir. Disney, persuadé qu'il gagnera le procès rapidement et pourra relancer la série, refuse de libérer Guy Williams de son contrat. Il lui impose ce qu'on appelle à Hollywood les menottes dorées. Il continue de lui verser son salaire intégral. Guy Williams est payé une fortune pour rester chez lui. Vu de l'extérieur, cela ressemble au paradis, être riche sans travailler. Mais pour un artiste au sommet de son art, pour un homme qui a besoin de la lumière pour exister, c'est une torture psychologique raffinée. Imaginez cet homme, en pleine force de l'âge, un athlète, un acteur qui vient de prouver au monde entier qu'il peut porter une franchise mondiale. Il est prêt pour le cinéma, pour les grands rôles dramatiques. Mais le téléphone ne sonne pas, parce que tout le monde sait qu'il appartient à Disney. Il tourne en rond dans sa villa de Los Angeles. Il voit les années passer. 1960-1961. Le cinéma change. La nouvelle vague arrive, les héros deviennent plus sombres, plus complexes. L'innocence des années 50 s'évapore. Et Guy Williams reste figé dans l'ambre, prisonnier de son masque invisible. Lorsque le conflit juridique se résout enfin, il est trop tard. Le moment est passé. Le train de l'histoire est parti sans lui. Il est étiqueté. Il est Zorro, point final. Les producteurs ne voient en lui qu'un homme en collant, un acteur de télévision pour enfants. La frustration commence à gangrener son âme. Il a l'impression d'avoir été trahi par le père symbolique, Walt Disney, qui l'a protégé financièrement mais détruit artistiquement. Il tente alors un dernier pari. Il accepte un rôle dans une nouvelle série de science-fiction, Astérisque perdu dans l'espace Astérisque, Astérisque Lost in Space Astérisque. Sur le papier, c'est une promotion. Il joue le professeur John Robinson, le patriarche, le scientifique, le leader d'une famille explorant l'univers. C'est sérieux, c'est moderne. C'est sa chance de montrer qu'il peut être autre chose qu'un escrimeur. Mais l'histoire se répète, non pas comme une tragédie, mais comme une farce cruelle. La série, conçue comme une aventure de survie sérieuse, est rapidement détournée par un personnage secondaire, le Dr Smith, joué par Jonathan Harris. Harris, avec son jeu théâtral, efféminé, lâche et comique, vole la vedette. Les scénaristes, voyant que le public adore détester ce méchant ridicule, réorientent tous les épisodes autour de lui. Guy Williams se retrouve, pour la seconde fois de sa vie, relégué au rang de straight man, le faire-valoir sérieux et ennuyeux face à un clown exubérant. Mais cette fois, il n'y a pas l'amitié, il n'y a pas la magie de Zorro. Il y a juste l'humiliation. Il est le commandant d'un vaisseau,
mais c'est le passager clandestin qui tient la barre. Il voit son rôle se réduire à celui d'un père inquiet qui fronce les sourcils pendant que le docteur Smith cabotine. C'est le coup de grâce pour son ego. Il réalise qu'Hollywood ne le respectera jamais. Il est un bel objet, un décor, mais on ne lui donnera jamais la reconnaissance intellectuelle qu'il désire. C'est dans ce contexte de désillusion amère qu'il découvre l'Argentine. En 1973, il est invité à Buenos Aires pour une apparition caritative. Il s'attend à signer quelques autographes pour des nostalgiques. Ce qu'il trouve là-bas le bouleverse. En Argentine, le temps s'est arrêté. À cause des rediffusions incessantes, Zorro n'est pas une vieille série annulée. C'est le programme numéro 1. Guy Williams descend de l'avion et se retrouve face à une marée humaine. Des milliers de personnes scandent son nom. Les femmes lui jettent des fleurs, les hommes veulent lui serrer la main, les enfants le regardent comme un dieu vivant. Pour un homme dont l'ego a été piétiné par des années d'indifférence hollywoodienne, c'est une drogue dure. Il retrouve instantanément son statut. Là-bas, il n'est pas le has-been de Astérisque perdu dans l'espace Astérisque. Il est Astérisque El Zorro Astérisque. Il est le libérateur. Il tombe éperdument amoureux de ce pays, non pas pour ses paysages, mais pour le miroir qu'il lui tend. L'Argentine lui renvoie l'image qu'il a toujours voulu avoir de lui-même. Il prend alors une décision radicale, presque incompréhensible pour ses proches. Il quitte tout. Il quitte les États-Unis, il quitte sa femme Janice, avec qui les liens se sont distendus, il quitte ses enfants. Il s'installe à Buenos Aires. C'est un exil volontaire, une fuite en avant. Il choisit de vivre dans le passé, dans ce pays où il est toujours 1957. Les premières années sont une fête perpétuelle. Guy Williams est le roi de la nuit portena. Il est invité sur tous les plateaux télé, dans les soirées mondaines. Il a une liaison passionnée avec une jeune actrice argentine, Araceli Lizazo. Il vit la vie de Don Diego sans le masque. Il est riche, célèbre, adoré. Il projette même de relancer Zorro avec des producteurs locaux, de construire un parc à thème. Il croit avoir trouvé la paix. Mais l'exil est un mirage. Au fil des années, l'euphorie retombe. La célébrité locale ne suffit pas à combler le vide intérieur. Ses amis de l'époque Disney disparaissent un à un. Henri Calvin, son cher sergent Garcia, meurt d'un cancer de la gorge en 1975. Guy est dévasté. Jane Sheldon, son Bernardo, s'éteint en 1982. Il est le dernier survivant d'un monde englouti. Il se retrouve seul, entouré de courtisans mais sans véritable ami qui le connaissent pour autre chose que son image. L'Argentine elle-même change. Le pays traverse des crises économiques, des dictatures, une guerre. L'atmosphère s'alourdit. Et Guy Williams vieillit. C'est la cruauté ultime pour un homme dont toute la carrière a reposé sur sa beauté physique et sa vigueur athlétique. Il voit son visage changer dans le miroir. Il a un premier accident vasculaire cérébral en 1983, un avertissement qu'il choisit d'ignorer ou de minimiser. Il se replie sur lui-même. Il devient de plus en plus solitaire, passant ses journées dans son appartement de Recolta, loin du tumulte qu'il recherchait jadis. C'est une fin de vie d'une tristesse insondable. L'homme qui a passé sa vie entouré de foules, que ce soit sur les plateaux de Disney ou dans les rues de Buenos Aires, finit par ne plus avoir personne à qui parler. Il meurt seul, probablement autour du 30 avril 1989, mais son corps n'est découvert que le 6 mai. Une semaine de silence. Une semaine où le monde a continué de tourner sans savoir que Zorro était parti. Lorsqu'on y réfléchit, cette fin solitaire résonne étrangement avec la nature profonde du personnage qu'il a incarné. Zorro est, par essence, un personnage solitaire. Il ne peut pas partager sa vraie vie. Il porte un masque non seulement pour ses ennemis, mais aussi pour ceux qu'il aime. Guy Williams a fini par devenir cette solitude. Il a porté le masque de la célébrité si longtemps qu'il n'a plus su comment l'enlever. Il a sacrifié sa vie réelle, sa famille réelle, pour l'amour d'un public lointain et abstrait. L'annonce de sa mort provoque une onde de choc, mais elle est feutrée, presque anecdotique aux États-Unis. L'Amérique de 1989 a d'autres préoccupations. Le cinéma d'action a changé, les héros sont devenus des machines à tuer comme Rambo ou des flics cyniques. L'élégance de l'épée semble appartenir à un autre siècle. Et pourtant, au même moment, un autre justicier masqué s'apprête à conquérir le monde. Le Batman de Tim Burton sort sur les écrans quelques semaines plus tard. L'ironie est mordante. Bob Kane, le créateur de Batman, n'a jamais caché que Zorro était sa source d'inspiration principale. Le manoir, la grotte secrète, le majordome fidèle, la double identité de riche oisif le jour et de justicier la nuit. Bruce Wayne est le fils spirituel de Diego de la Vega. Sans Guy Williams pour incarner cet archétype avec tant de puissance à la télévision, la figure du super-héros moderne n'aurait peut-être pas la même résonance. Guy Williams est mort au moment précis où son héritage culturel triomphait sous une autre forme, plus sombre, plus gothique, mais indéniablement liée à lui. Mais que reste-t-il de l'homme aujourd'hui ?
Si vous fermez les yeux et que vous pensez à Zorro, c'est son visage que vous voyez. C'est son rire que vous entendez. Disney a tenté de coloriser la série dans les années 90, un sacrilège pour les puristes qui estiment que le noir et blanc fait partie intégrante de la magie, conférant à l'œuvre une qualité intemporelle, presque onirique. Mais qu'elle soit en gris ou en couleur, la performance de Williams traverse le temps. Pourquoi? Parce qu'elle est sincère. Parce que Guy Williams ne jouait pas au héros, il projetait une intégrité morale dont nous avons désespérément besoin. Dans un monde complexe, nuancé, souvent cynique, Zorro représente une certitude. Le bien existe, il est élégant, et il triomphe toujours à la fin de l'épisode. Guy Williams a payé le prix fort pour nous offrir cette certitude. Il a donné sa carrière, son identité et sa vie pour maintenir cette illusion. Il y a une leçon universelle dans cette trajectoire. C'est celle du danger de se confondre avec sa fonction sociale. Guy Williams a été tellement parfait dans son rôle que le monde lui a interdit d'être autre chose. C'est le piège de l'excellence. Nous enfermons nos idoles dans des cages dorées, nous exigeons d'elles qu'elles soient toujours jeunes, toujours souriantes, toujours héroïques. Et quand elles ne le sont plus, quand elles vieillissent, quand elles meurent seules dans un appartement à l'autre bout du monde, nous détournons le regard. Pourtant, il serait injuste de ne voir dans cette histoire qu'une tragédie. Il y a aussi une forme de triomphe. Guy Williams a atteint l'immortalité. Tant qu'il y aura des écrans, tant qu'il y aura des pères pour montrer à leur fils ou à leur fille ce cavalier noir surgissant de la nuit, il sera vivant. Il a réussi ce que très peu d'êtres humains accomplissent, il est devenu un archétype. Il ne s'appartient plus, il appartient à l'histoire. Alors, si cette plongée dans la vie secrète de Don Diego a éveillé en vous une nostalgie, ou si elle vous a fait voir cette série pour enfants avec un œil nouveau, plus adulte et plus mélancolique, prenez un instant pour partager cette histoire. Parlez-en autour de vous. C'est la seule manière de rendre hommage à l'homme derrière le masque, de rappeler qu'il y avait un cœur battant sous la cape de velours. Et la prochaine fois que vous verrez ce Z tracé à la pointe de l'épée, ne voyez pas seulement la marque du héros. Voyez la signature d'Armando Catalano, le gamin du Bronx qui rêvait d'être un prince, qu'il est devenu, et qui est mort de solitude dans son palais vide. Une histoire de gloire et d'oubli, comme seul Hollywood sait les écrire, mais cette fois, sans happy end artificiel. Juste la vérité, nue et tranchante comme une lame d'acier. C'est peut-être cela, la véritable définition de l'héroïsme, donner de la lumière aux autres, quitte à finir soi-même dans l'ombre. Une ombre qui, dans le cas de Guy Williams, s'est étendue jusqu'à Recolta, un jour de mai 1989, mais qui n'a jamais réussi à éteindre l'éclat de son sourire sur nos écrans.